Bon, donc bonjour à tout le monde. Donc, la conférence d'aujourd'hui porte sur un sujet qui est malheureusement d'actualité. Alors, en 10 ans, entre 2014 et 2024, il y a plus de 30 000 disparus et morts en Méditerranée, donc lors des traversées vers l'Europe. Et ça fait donc de la mer Méditerranée la frontière la plus meurtrière. Donc ça fait aussi de la Méditerranée la route migratoire la plus meurtrière. Et le 2024 n'a pas été une amélioration en ce sens, même si ça a, d'après les chiffres, empiré encore. Alors, donc il nous a paru particulièrement intéressant et nécessaire de faire cette conférence à deux voix ce soir. Et nous avons pour cela invité donc, deux spécialistes du sujet qui vont faire cette conférence à deux voix. Et donc la première qui est une spécialiste des phénomènes migratoires. La seconde aussi. Alors Catherine Vitol de Vadel, qui est politologue, qui a beaucoup écrit sur le sujet, sur les phénomènes migratoires, et en particulier sur les migrations en Méditerranée, mais pas seulement. Alors, vous pouvez voir les récents Mais pas seulement. Donc Camille Schmoll, qui est géographe, qui est également une spécialiste du sujet, qui a également beaucoup écrit sur les phénomènes migratoires, et notamment en Méditerranée, et qui s'est intéressée à la question du genre, notamment, et donc à la question des relations. De la traversée pour les femmes, avec un ouvrage qui est paru, qui s'intitulait Les damnés et ES de la mer. Voilà, et donc par ailleurs, Camille Schmoll est aussi une co-organisatrice du parcours permanent du Musée national de l'histoire de l'immigration que vous avez peut-être vu. Voilà, donc on est très heureux et on remercie chaleureusement nos deux intervenantes d'être venues parler ce soir pour cette conférence à deux voix. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je dois commencer maintenant. Vous avez peut-être, vous attendez peut-être. Normalement, il y a un animateur, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. On va vous laisser. Très bien, parfait, de façon autonome. Mais merci beaucoup en tous les cas de. Alors là, il faut que j'allume. Hop. On a une demi-heure. Voilà. C'est bon. C'est bon. Ça n'a pas l'air de marcher. Si, ça marche. Ah bon? Oui, ça marche. Bon, ça marche, très bien. Oui, c'est peut-être mieux comme ça. Donc, merci beaucoup en tous les cas pour cette invitation. Je suis ravie de revenir à cette maison des associations. Je suis déjà venue pour d'autres débats qui étaient organisés ici, dans cette salle Madeleine Rébériou, que j'ai connue à la Ligue des droits de l'homme. Et je vais essayer de parler de cette thématique, traverser les frontières en Méditerranée, pour essayer de vous donner un peu une idée de la question qui est assez complexe en réalité. Tout d'abord, si on veut avoir une vision un peu de cette région, il y a 22 États qui bordent la Méditerranée au nord et au sud. Et cette Méditerranée, en termes migratoires, c'est à la fois un des lieux où il y a le plus de rencontres, si j'ose dire. On a beaucoup de migrants en Europe qui viennent de la Méditerranée. Et certains étaient de la rive nord de la Méditerranée, ont migré vers l'Europe en partie, et aussi ailleurs. Et maintenant, on a plutôt des gens de la rive sud qui ont migré. Et certains sont devenus aussi, pas seulement des pays de départ, mais des pays d'immigration et de transit. Je pense par exemple à tous ceux qui sont sur la bordure sud de la Méditerranée. Et cette Méditerranée, donc, c'est l'une des plus grandes fractures en même temps du monde, malgré tous les liens transnationaux qui animent de chaque côté, par le fait des migrations, la mobilité en Méditerranée. C'est une très grande fracture. D'abord, c'est une fracture politique, puisqu'au nord, on a des démocraties et au sud, on a des régimes non démocratiques. On peut discuter selon chacun. D'autre part, c'est une fracture démographique, puisque l'âge médian, faites l'expérience en sortant d'ici, en Europe, c'est de 41 ans. Donc vous avez autant de chances, rue Daguerre, de rencontrer des gens de plus que de moins de 41 ans. Et puis sur la rive sud, c'est 25 ans. Et en Afrique subsaharienne, c'est 19 ans. Donc on a beaucoup vieilli.
puisque dans les années 50, l'âge médian en Europe, c'était 28 ans. Autre ligne de fracture, bien sûr, la question de l'accès au marché du travail, qui est beaucoup plus difficile au sud qu'au nord, les crises et les conflits. On a eu énormément de crises et de conflits dans cette région méditerranéenne ces derniers temps. On a eu les révolutions arabes en 2011, on a eu la crise syrienne, on a eu beaucoup et d'autres pays en crise qui ont peut-être moins produit de réfugiés, mais avec beaucoup d'instabilité. Je pense par exemple à la Tunisie. Également, dans ce contexte, on a d'autres lignes de fracture qui sont des lignes de type mode de vie, culturel, la question de l'égalité homme-femme, par exemple, qui est un vrai sujet, qui peut être un facteur de migration. Donc, toutes ces lignes de fracture, aujourd'hui, expliquent l'attraction, si j'ose dire, de la rive sud pour la rive nord. Avec un très grand bémol, c'est que, en fait, l'accès à la rive nord est très difficile. C'est le sujet de notre conférence de ce soir. Alors, il y a toute une série de travaux qui ont été faits sur la Méditerranée dans le passé qui sont très intéressants, notamment Yves Lacoste qui disait que la Méditerranée, c'est la civilisation de la vigne et de l'olivier. Donc, il dit qu'il y a une culture commune, c'est le climat en réalité, qui explique d'ailleurs tous les échanges qui ont eu lieu par les migrations en Méditerranée. Il y a un ouvrage qui est sorti là-dessus, publié par la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme en 2021, qui montre que ce sont les migrations qui ont fait la Méditerranée, en fait. Par ailleurs, les autres analyses sur la Méditerranée, notamment qui montrent que la Méditerranée a cessé d'être le centre du monde que nous connaissons à partir du moment où les Espagnols et les Portugais ont découvert les Amériques, ce qui a décentré un petit peu les échanges dans cette région. Et puis aujourd'hui, des configurations migratoires qui sont très particulières. Tout d'abord, en Méditerranée, il ne faut pas oublier que, contrairement à une idée répandue, ce ne sont pas les migrations dites postcoloniales qui sont nécessairement majoritaires selon les pays européens en Méditerranée, puisque chaque pays européen a ses migrants, en fonction de son histoire, de sa géographie. On n'a pas autant de Turcs qu'en Allemagne, par exemple. On a plus de migrants qui viennent d'Algérie ou du Maroc. L'Italie, qui a un faible passé coloniale, la première nationalité, selon les années, c'est soit les Marocains, soit les Roumains, comme en Espagne, etc. Donc chaque pays a son paysage migratoire. Et avec 3 types de paysages pour simplifier. D'un côté, on a ce qu'on appelle les couples migratoires, c'est-à-dire une seule nationalité dans un seul pays. Par exemple, c'est le cas des Algériens en France. 92% des Algériens en Europe sont en France. Deuxième configuration, ce qu'on peut appeler les quasi-diasporas, c'est-à-dire des structurations par des réseaux souvent familiaux de nationalités et qui sont présentes dans plusieurs pays européens. Je pense par exemple aux Turcs, qui est la plus grosse présence extra-européenne en Europe, puisqu'on a environ 4,5 millions de Turcs en Europe, dont un peu plus de 2 millions en Allemagne. Donc on a numéro 2, ce sont les Marocains, qui sont un peu plus de près de 4 millions aujourd'hui. Donc il y a une présence marocaine dans beaucoup de pays européens, structurée par ces réseaux transnationaux qui traversent les frontières, puisque grâce à leur, créativité qui peut être économique, associative, familiale, etc., ils sont présents dans de nombreux pays européens. Et puis ensuite, on a d'autres diasporas, les Roumains, etc. Tout dépend des configurations de chacune de ces nationalités. Et troisième forme de présence, c'est ce que j'appellerais le saupoudrage, c'est-à-dire des pays qui sont entrés tardivement dans l'histoire de l'immigration, qui étaient autrefois des pays méditerranéens du Nord d'émigration. Ça a été le cas de l'Italie, du Portugal, de l'Espagne, de la Grèce, et qui ont été confrontés à tout ce qui s'est passé en termes migratoires depuis les années 90, donc des quantités de nationalités différentes qui sont présentes
dans ces différents pays en fonction des besoins du marché du travail et de leur forme d'implantation. Par exemple, les Égyptiens en Italie, c'est une présence très connue, ancienne, parce que les Italiens, dans le passé, allaient en Égypte pour y travailler. Et donc, on a une présence égyptienne qu'on a très peu en France, par exemple. On a par exemple, au Portugal, on a une présence des anciennes colonies portugaises qu'on a très peu, des gens du Cap-Vert, etc., dans d'autres pays européens. Donc on a des saupoudrages aussi qui correspondent à l'histoire, aussi aux crises politiques qui ont par exemple agité l'Amérique latine et qui se retrouvent parmi les migrants, par exemple en Italie, en France, on a reçu beaucoup de Chiliens dans le passé, etc. Donc chaque pays a ses saupoudrages, mais c'est encore plus marqué dans des pays qui n'avaient pas une tradition migratoire ancienne, structurée par des nationalités particulièrement dominantes. Voilà un petit peu pour la configuration. Et alors maintenant, disons, la fracture, c'est entre la rive nord et la rive sud, parce que qu'est-ce qui s'est passé sur la rive sud? Tout d'abord, on a eu, comme partout au sud du monde, un droit de sortie. C'est-à-dire, il y a beaucoup de pays qui rendaient très difficile le droit de sortie, qui se sont aperçus qu'ils avaient plutôt intérêt à faire sortir leurs migrants que de les garder chez eux, parce que ça risquait de déstabiliser leur système politique, mais aussi parce que les migrants envoient beaucoup d'argent dans leur pays d'origine. Donc on a pu sortir de chez soi dans beaucoup de pays de la rive sud de la Méditerranée, mais aussi plus loin, en Afrique, etc., et partout au sud du monde. Donc ça a activé l'accès à un passeport. Je rappelle que dans le passé, par exemple, les Portugais, qui ont été longtemps la première nationalité en France, qu'on a oublié, sont venus pour les 90% d'entre eux de façon irrégulière. C'était des sans-papiers. Les sans-papiers les plus connus dans les années 70, c'était les Portugais. Et ils n'avaient pas de passeport parce que M. Salazar ne voulait pas qu'ils quittent avant d'avoir fait leur service militaire qui était en Angola et en Mozambique. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils commençaient à faire? Traverser les Pyrénées et arriver à Hendaye. Donc on avait une migration irrégulière très très importante et c'était l'interdiction de sortie. En revanche, ils étaient assez bien accueillis à l'entrée, ils étaient rapidement régularisés et ils entraient rapidement sur le marché du travail. Donc un droit de sortie difficile, un droit d'entrée facile. Aujourd'hui, pour l'ensemble des gens de la rive sud de la Méditerranée, c'est l'inverse. Ils ont un droit de sortie relativement facile, mais problème de visa, un droit d'entrée beaucoup plus difficile parce que l'Europe s'est barricadée au niveau de la Méditerranée avec quelques instruments dont je vous ferai un peu l'économie, mais Frontex, par exemple, un budget de 900 millions d'euros annuels dont le directeur a été remercié par la Commission européenne. Maintenant, il a été élu en 3e position sur la liste du Rassemblement national pour le Parlement européen. Et il est donc pour avoir pratiqué des pushbacks, comme on appelle en Méditerranée, parce que pour la traversée des frontières, si j'ose dire, même si la Méditerranée est une mer, on distingue la Méditerranée orientale, et c'est là qu'il avait pratiqué des pushbacks entre la Grèce et la Turquie, avec des morts bien sûr, mais aussi la Méditerranée centrale, celle dont on parle beaucoup, c'est-à-dire en gros les arrivées de la Libye ou de la Tunisie vers Lampedusa, et ensuite la Méditerranée occidentale qui est plutôt entre le Maroc et l'Espagne. Donc on a des types de passages qui sont un petit peu différents, avec des nationalités différentes dans cette région. Donc Frontex, qui est un instrument de contrôle des frontières extérieures de l'Europe, qui est le fruit de la libre circulation pour les Européens et donc la difficulté de circuler pour les extra-européens et le contrôle des frontières. D'autres instruments ont été mis en place. Frontex est né en 2003, mais on a aussi le CIVE, le système intégré de vigilance externe, qui patrouille autour de l'Espagne, qui a été créé à partir de 2002. On a la prise des empreintes digitales des gens qui arrivent de la rive sud vers la rive nord, les fameuses Eurodac, donc la prise de ces empreintes digitales, le système d'information Schengen, où on liste les sans-papiers, les délinquants, les déboutés du droit d'asile, pour ne pas qu'ils entrent une seconde fois dans l'espace européen. Et puis, depuis la crise de 2015, les fameux hotspots, c'est-à-dire des centres de tri
7 d'entre eux qui ont été créés en Grèce et en Italie pour, disons, décider du sort des gens qui arrivent et qui ont plutôt le profil de demandeurs d'asile ou plutôt le profil du travail. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte où beaucoup de pays européens ont fermé leur immigration de travail salarié depuis 1974. Certains ont un peu modifié la donne, donc il est difficile d'entrer si on n'est pas très qualifié, si on n'est pas membre du regroupement familial en remplissant les critères, si on ne correspond pas aux critères de la Convention de Genève sur l'asile, par exemple. Et donc, pour ces gens qui n'ont pas cette chance d'avoir des visas, c'est difficile d'entrer en Europe, d'où toute la pratique de l'abord de la Méditerranée, c'est-à-dire, on en parle beaucoup, la traversée de la Libye, par exemple. Il y a un rapport du département des droits de l'homme des Nations Unies sur l'enfer libyen, beaucoup de films qui sont sortis, dont un récent qui s'appelle « Moi, capitaine », et qui raconte comment des jeunes d'Afrique de l'Ouest sont passés par la Libye dans des conditions épouvantables, et ensuite avec viol, enfermement, mise en esclavage, etc., avant d'arriver sur la côte donc méditerranéenne sud, où on leur demande de conduire eux-mêmes le bateau, parce que les trafiquants ne veulent pas prendre le risque d'arriver jusqu'à Lampedusa, par exemple. On a eu d'autres situations qui ont été dénoncées de façon très claire, notamment l'accueil, si j'ose dire, entre guillemets, des réfugiés syriens dans les îles grecques. Ces îles, elles sont très très proches de la Turquie. D'ailleurs, autrefois, elles étaient turques dans le passé, comme Lesbos, comme Samos, etc. Il y a eu des morts aussi, des procédures qui durent très très longtemps sans déboucher sur un statut d'asile, donc des gens qui partent à l'aventure. Et il y a eu cette photo très marquante du petit Aylan Kurdi sur la côte turque, dont le bateau avait été repoussé vers la côte et qui était mort à l'âge de 3 ans, et les parents ayant essayé de fuir la Turquie pour aller jusqu'en Grèce, donc dans cette crise syrienne. Donc des tas de situations très complexes. Et puis, parmi le dialogue, si j'ose dire, méditerranéen, parce qu'il existe quand même, il y a eu d'abord quelques efforts. Les processus de Barcelone, par exemple, entre 1995 et 2005, ont essayé de dialoguer sans succès sur la migration, mais ils ont un peu mieux réussi sur d'autres chapitres commerciaux, mais surtout culturels. Donc c'est un demi-échec, un demi-succès. C'était destiné à rééquilibrer l'ouverture à l'Est donc des pays européens pour ne pas, avec la liberté de circulation, la citoyenneté européenne, par rapport aux gens de la rive sud de la Méditerranée qui étaient très mécontents de ce traitement des Européens de l'Est par rapport à eux qui connaissaient depuis longtemps l'Europe. Avec 3 problèmes majeurs, on est au cœur de cela: la question israélo-palestinienne, la question du Sahara occidental et la question de Chypre. Donc ça rend difficile un vrai dialogue euro-méditerranéen de part et d'autre de la Méditerranée. Alors, dans le contexte actuel, pour parler de la traversée des frontières et raccrocher un petit peu cette Méditerranée au contexte mondial, c'est la mer sans doute la plus traversée au monde, avec la frontière qui n'est pas une mer entre les États-Unis et le Mexique, dont on parle beaucoup en ce moment. 50 000 morts environ, mais sans doute beaucoup plus en Méditerranée. Camille a beaucoup travaillé là-dessus. On a compté 3 000 morts donc, en 2022, 4 000 morts en 2023. Et en 2024, pour l'instant, on a des chiffres qui ne sont peut-être pas définitifs, qui sont autour de 2200 morts en Méditerranée. Donc c'est des chiffres colossaux, dans une très grande indifférence de la population. C'est devenu banal, si j'ose dire, tous les jours, si j'ose dire, on nous annonce des nouveaux morts en Méditerranée. Et aujourd'hui, les États d'Europe ont tendance d'une part, à déléguer à d'autres pays de la rive sud le contrôle des départs, ce qu'on appelle le containment, c'est-à-dire il y a beaucoup d'accords qui ont été signés, dont 38 par la France avec les pays du sud de la rive méditerranéenne, et certains ont été conclus très récemment, comme par exemple avec l'Égypte, pour qu'ils empêchent les gens de sortir. Dans l'ensemble, ça ne marche pas très bien. Peut-être avec peu de prise de conscience de la situation, les parlementaires européens ont confié à la Libye la formation des gardes-côtes pour le contrôle des départs de Libye. Très souvent,
disons, les passeurs sont aussi en uniforme. Dans ce cas-là, il y a beaucoup de trafic. Il y a moi, j'ai beaucoup de thèses là-dessus. Il y a des parodies de procès en Algérie sur les fameux haragas, les gens qui ont grillé les frontières de la Méditerranée. Et au Maroc, la pression européenne est telle que la frontière s'épaissit, c'est-à-dire qu'elle n'est plus tellement entre les points d'arrivée, de départ, Ceuta, Melilla, Gibraltar, etc. Elle est sur l'ensemble du territoire, un petit peu selon les contextes et la bonne volonté des contrôleurs, si j'ose dire. Et puis de temps en temps, l'Espagne a su utiliser, le Maroc a su utiliser sa position stratégique en Méditerranée, 13 km avec l'Espagne, pour manifester parfois son mécontentement. Par exemple, quand un militant du Front Polisario a été accueilli en Espagne pour se faire soigner, défenseur de l'autonomie du Sahara occidental, que par mécontentement, le Maroc, c'était il y a 2 ans, a ouvert sa frontière aux Marocains qui voulaient passer en Europe. Donc les fameux grillages de Ceuta et Melilla qui ont été construits par l'Union européenne en 1999. Autre exemple de diplomatie des migrations, la Turquie. La Turquie a aussi un point stratégique de positionnement vis-à-vis de l'Europe, puisque c'est le verrou entre l'Asie, si j'ose dire, et l'Europe. Et donc, elle a signé un accord avec les 27 pays de l'Union européenne, à l'initiative de Mme Merkel en 2016, s'engageant à pratiquer aussi le fameux containment, c'est-à-dire en gardant sur son territoire quelques 4 millions de Syriens, Irakiens, etc., en échange, sans leur donner l'asile, puisque la Turquie est signataire de la Convention de Genève, mais n'a pas étendu le droit de l'asile aux non-européens. Donc, ils ont bénéficié d'une protection temporaire avec possibilité de travailler. Beaucoup n'en étaient pas satisfaits, c'est l'histoire du petit Aylan Kurdi et de ses parents. Mais dans l'ensemble, elle a fait le travail. Mais comme elle était très mécontente que l'Europe n'ait pas donné suite à sa demande de reconsidération de sa candidature à l'Union européenne, ni à la demande d'allègement des visas pour les Turcs, puisque la Turquie est dans un solde migratoire négatif avec l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a moins de Turcs aujourd'hui qui vont vers l'Europe que de Turcs d'Europe qui retournent en Turquie. Eh bien, elle a ouvert ses frontières rapidement, mais en 2020, juste au début de la Covid, en faisant partir des bus d'Istanbul vers la frontière grecque pour dire qu'elle était mécontente. Puis après, elle était obligée d'arrêter puisque c'était la fermeture des frontières avec la Covid. Donc, il y a beaucoup de contextes comme cela, et puis une très grande tentation, très à l'ordre du jour, de la part de l'Europe, de multiplier les accords d'externalisation des frontières, c'est-à-dire pas seulement demander aux pays du Sud de maintenir sur leur territoire les gens qui veulent partir et traverser la Méditerranée, mais aussi de renvoyer, la possibilité de renvoyer les personnes dans leur pays d'origine ou dans les pays de transit. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu à l'agenda de la politique française, du ministre de l'Intérieur, les reconductions. Et en même temps, c'est très difficile à pratiquer parce qu'il y a toute une série de difficultés juridiques, d'une part, puis le coût est très élevé, quand même une reconduction c'est à peu près 3 000 €, et puis surtout il faut la certification consulaire des pays de départ pour qu'on puisse renvoyer les gens chez eux. Tout ça n'est pas si facile, et d'autres pays européens comme l'Italie qui ont été tentés de dire finalement on va faire le tri par des voisins, donc en aménageant en Albanie des centres d'arrivée, et l'Albanie préparerait pour nous le travail pour faire le tri des futurs candidats à l'asile. Ça a été bloqué par la justice italienne. C'était un peu la même inspiration qu'entre le Royaume-Uni et le Rwanda. Donc en fait, et beaucoup d'autres contextes, j'insisterai aussi sur d'autres aspects moins connus. La Méditerranée, elle a presque toutes les formes de migration qu'on peut trouver dans le monde, puisqu'elle a des migrations
sud-nord dont je vous ai parlé, mais elle a aussi des migrations nord-sud qui ont été, par exemple, en 2008, des jeunes qualifiés qui sont allés travailler au Maroc, par exemple, pour des Espagnols, mais aussi en Amérique latine et au Brésil. Ensuite, on a également de la migration sud-nord, à l'intérieur même de l'Europe, les pays du sud de l'Europe. Il y a un livre qui a été fait par Enrico Pugliese, et là-dessus, Quelli che se ne vanno, ceux qui partent. Et donc, il donnait quelques chiffres sur les départs de jeunes qualifiés du sud de l'Europe, dont on ne parle pas beaucoup, vers l'Europe du Nord. Et si on va dans les labos de recherche danois, suédois, allemands, anglais, etc., c'est plein d'Italiens, d'Espagnols, de Portugais, de Grecs, parce que chez eux, ils n'ont pas toujours de travaux, de métiers surtout, et de postes qui correspondent à leur qualification. Donc, c'est un phénomène assez connu. Donc, on a une migration de diverses formes. Et puis aussi, à l'intérieur de cet espace européen, on a d'autres gens du sud de l'Europe qui ont été très nombreux à partir, comme les Roumains. C'est le troisième groupe, la troisième diaspora en Europe aujourd'hui, très présente en Italie, très présente en Espagne, très présente au Portugal. Et c'est une migration à la fois peu qualifiés et très qualifiés. Et enfin, les fameux seniors au soleil, c'est-à-dire des gens qui décident de s'installer soit dans des pays du sud de l'Europe, mais aussi durablement, pas comme touristes, mais aussi alors eux, ils peuvent facilement traverser, puisqu'ils ont les papiers qui leur permettent, mais aussi au Maroc, en Tunisie et ailleurs. Et donc, on a aujourd'hui cette migration qui est liée en fait à ce qu'on appelle le dévieillissement. C'est-à-dire on est plus jeune, si j'ose dire, à un âge donné que ses propres parents. Donc, on a encore 20 ans devant soi pour pouvoir vivre de cette manière, ce qui s'est considérablement développé en Méditerranée, et notamment dans les îles, à Malte. Et beaucoup de ces îles de la Méditerranée, je terminerai là-dessus, sont confrontées à un dilemme assez difficile, qui est à la fois accueillir des touristes dans des espaces assez restreints et en même temps affronter l'arrivée des sans-papiers, si j'ose dire, ce qui parfois risque de ruiner leur économie touristique et donc de rendre indésirables, il y a beaucoup de films qui ont été faits là-dessus, les nouveaux arrivants. Donc le contexte est extrêmement dense, si j'ose dire, de cette traversée des frontières en Méditerranée. En même temps, c'est sans doute un des lieux du monde les plus traversés et aussi les plus contrôlés. Alors, je prends la suite. Donc, je vais à mon tour aborder la question des frontières et des migrations en Méditerranée. Alors, je vais passer assez vite sur les éléments de contextualisation. Catherine a déjà dit beaucoup de choses. D'ailleurs, on a fait un livre ensemble sur les migrations en Méditerranée. Sujet, donc, ça se recoupe un petit peu, ce qui est normal. Donc, simplement pour vous dire qu'évidemment, traiter la question des migrations en Méditerranée, ça pose des difficultés déjà de délimitation, puisque on peut définir la Méditerranée simplement, comme le fait l'historien David Aboulafia, en restant au niveau de l'espace maritime, ou alors avoir une version beaucoup plus large à la bretelle de la Méditerranée qui englobe l'ensemble des États, les 22 États au bord de la mer. Et ça nous amène, ce qui est intéressant, c'est que ça nous amène à aborder les choses de façon un peu différente, selon qu'on aborde par exemple la question des hinterlands, des terres, ou qu'on se concentre sur le monde de la mer et des marins qui font partie de ces acteurs en fait, qui sont pris malgré eux dans les histoires de frontières en Méditerranée dont Catherine nous a parlé, les acteurs ordinaires, si on peut dire ainsi, de la mer, la marine marchande, les pêcheurs, ce sont des acteurs qui depuis 30-40 ans en fait, sont pris dans ces dynamiques frontalières, se retrouvent parfois avec des passagers clandestins ou à devoir sauver des embarcations en détresse. Quand on parle de la Méditerranée dans l'espace public, souvent on pense, quand on parle de sauvetage en Méditerranée, on pense souvent aux ONG, aux bateaux d'ONG, alors qu'en fait la majorité des personnes qui sont sauvées en mer sont sauvées par des gardes-côtes et aussi par des bateaux de la marine marchande, des embarcations disons ordinaires, parfois même des bateaux de croisière, ça donne lieu à des rencontres assez étranges. Donc c'est voilà.
Ça, c'est un premier point. Est-ce qu'on observe les choses depuis la mer ou est-ce qu'on décide de voir un peu plus large? Et puis ensuite, il y a deux grandes thèses aussi qui s'affrontent sur cette question des migrations en Méditerranée. C'est une thèse qui va... Enfin, finalement, elles sont complémentaires. Qui va plutôt aborder la Méditerranée comme un espace connecté, un espace relationnel. Donc c'est un débat qui a traversé notamment l'histoire avec le livre d'Ordon et Purcell qui s'intéresse au phénomène de connexion en Méditerranée. On a été très influencé dans les études migratoires par les travaux d'un anthropologue qui s'appelle Alain Tarius, qui a beaucoup travaillé aussi sur ces phénomènes de circulation, de connexion entre des lieux en Méditerranée. Ou alors considérer finalement la Méditerranée comme un lieu essentiellement de fracture et de mort, et donc un deuxième Rio Grande, ce qui est la thèse d'un certain nombre d'auteurs, et de plus en plus, puisque malheureusement, cette question de la mort et des frontières, et du renforcement des frontières en Méditerranée, prend chaque année encore une intensité nouvelle. Donc le contexte, c'est celui en fait d'un renforcement de la frontière dans la région, et je vais vous décrire un peu ce que j'entends par là. Un renforcement de la frontière qui a lieu dans un contexte d'instabilité croissante depuis une quinzaine d'années, puisqu'avec les guerres civiles et les printemps arabes, ou plutôt les printemps arabes et les guerres civiles qui s'en sont suivies, en fait, la région, et notamment la rive sud et la rive est, bien sûr, se sont trouvées déstabilisées, et ce qui a entraîné aussi de nouveaux départs, de nouvelles circulations, de nouvelles mobilités, puisque contrairement à l'image que veulent nous en donner les cartes, par exemple, qui sont produites par l'agence Frontex, qui est l'agence européenne en charge du contrôle des passages aux frontières, en réalité, la majorité des migrations en Méditerranée ne sont pas tournées vers l'Europe, puisque c'est en premier lieu sur la rive est que la majorité de ces migrations ont eu lieu. Donc, si on veut un peu grossièrement distinguer en fait la Méditerranée en trois grandes régions, on aurait l'Afrique du Nord, où on a certes des migrations de transit vers l'Europe, mais on a aussi beaucoup de personnes qui sont installées, qui travaillent, voilà, on a des migrations donc internes à l'Afrique, et puis on a aussi des migrations, tu as évoqué les migrations vers le sud aussi, ensuite on a les migrations vers le Proche-Orient, le Golfe, qui est encore une autre région. Et là, sur la rive orientale, on a des mouvements qui sont très liés aussi à l'instabilité politique. Donc, vous avez vu ces derniers mois la question du départ des Syriens installés au Liban qui retournaient en Syrie. On sait qu'il y a une diaspora syrienne très importante dans la région. D'ailleurs, je trouve que la question du retour dans le débat public des Syriens s'est posée avec une certaine naïveté, quoi, en imaginant que du jour au lendemain, tout le monde allait rentrer, et d'une violence aussi, oui, voilà. Et puis vous avez la rive nord, qui effectivement est le lieu aussi de destination pour un certain nombre de migrations, donc les pays européens, mais qui est aussi un lieu, comme tu l'as rappelé, de migration interne, avec beaucoup de migration aussi du sud de l'Europe vers le nord de l'Europe, et du nord de l'Europe vers le sud de l'Europe aussi, pour le cas de certaines migrations. Donc tout ça est assez complexe, et ce qui se passe depuis une quinzaine d'années, c'est ce que décrivent les chercheurs, c'est un processus de frontiérisation, c'est-à-dire de renforcement de cette dimension frontalière de la Méditerranée. La Méditerranée, c'est un espace traversé, mais c'est avant tout un espace frontière, et les morts, en fait, sont là pour illustrer la question des morts et de l'importance des morts dans cette région, sont là pour illustrer le caractère tragique de ce processus qu'on décrit parfois comme une frontiérisation. Alors, la frontiérisation, c'est pas, les chercheurs préfèrent parler de frontiérisation plutôt que de forteresse, Europe, souvent, parce que justement, il s'agit aussi de montrer que malgré tout, la Méditerranée reste un espace de circulation, que certaines mobilités sont autorisées alors que d'autres sont, on dit parfois, illégalisées ou irrégularisées, et donc que la Méditerranée, c'est aussi cet espace de contraste entre des mobilités qui peuvent se poursuivre, qui peuvent continuer, des gens qui arrivent avec ou sans visa en Europe, ou qui vont vers le sud, et de l'autre côté, des migrations qui sont illégalisées ou irrégularisées. Donc un contexte de durcissement des politiques migratoires, en particulier vis-à-vis des personnes qui viennent des suds du monde.
je fais une parenthèse, j'ai dit que les morts en Méditerranée, c'était probablement l'illustration la plus tragique de ce processus. Malgré tout, la raison pour laquelle aussi on dit que la Méditerranée est la zone la plus meurtrière au monde, c'est parce que c'est une des rares régions sur lesquelles on a des comptages. C'est-à-dire qu'en fait, on peut imaginer par exemple que dans le Sahara, ou dans d'autres espaces aussi très affectés par des dynamiques de frontiérisation, on a aussi énormément de morts, mais on a beaucoup moins d'informations. La question à partir de là que se sont posés les chercheurs, c'est comment décrire cette frontière en fait, qui se forme en Méditerranée. Et il y a eu tout un champ d'études qui s'est développé depuis une quinzaine d'années pour dire que la forme de la frontière avait changé, qu'on ne pouvait plus concevoir la frontière comme une ligne qui sépare des États, mais que cette frontière, elle devenait plutôt une région, en fait, une région frontalière. Donc c'est Étienne Balibar qui parle de borderland, de zone frontière, ou il parle parfois de l'Union européenne pour parler d'un pays de frontière. C'est-à-dire, voilà, l'ensemble de l'espace s'est frontiérisé. Cette frontière, elle est de plus en plus large, de plus en plus épaisse, elle est liquide quand il s'agit de la mer. Elle est mobile, elle se déplace aussi avec les corps. Catherine vous a parlé des techniques aussi de suivi des corps, des techniques biométriques. C'est aussi ça, c'est une frontière mobile. Donc elle est incorporée. Et donc les chercheurs ont progressivement, pas abandonné, mais en tout cas enrichi leur appréhension de la Méditerranée comme frontière en essayant de l'aborder dans la diversité de ses manifestations spatiales. Et donc, à partir de là, moi, j'ai travaillé sur différents aspects, et je voulais les évoquer rapidement, de ce processus de frontiérisation. Donc, la première chose, c'est que j'ai voulu mettre l'accent sur les trajectoires de femmes dans la Méditerranée. Vous l'aurez remarqué, la plupart des images qui circulent sur les traversées de la Méditerranée, sur les traversées migratoires, sont des images d'hommes. Il est vrai que les hommes sont majoritaires dans les traversées de la Méditerranée. Bon, les femmes sont majoritaires dans les migrations dans le monde, mais dans les traversées, surtout en Europe, ouais. 51%. Voilà. Mais en Méditerranée, il y a quand même beaucoup de femmes, autour de 20% dans les traversées méditerranéennes. Or, on ne les voit jamais dans les images. Et c'est un premier indice en fait, de la différence en fait, du vécu des trajectoires entre les hommes et les femmes, c'est que souvent les femmes, on ne les voit pas, parce qu'elles sont positionnées au centre des bateaux. Elles sont positionnées parfois, ça va être un peu dur ce que je vais dire, en dessous des hommes. Donc souvent, on ne les voit pas sur les images d'embarcation, pour des raisons qui ont trait aussi au genre. On peut aussi imaginer que la mortalité des femmes en mer est encore plus élevée que celle des hommes, pour plein de raisons qui, là aussi, ont trait au genre, c'est-à-dire à la socialisation différenciée des hommes et des femmes, c'est-à-dire que les femmes sont encore plus nombreuses que les hommes à ne pas savoir nager, par exemple. Les femmes peuvent voyager aussi dans de pires conditions physiques que les hommes, parce que souvent, elles ont toutes, en fait, subi des agressions en route. Donc il y a toute une série de raisons qui font que cette mortalité est plus élevée, mais qu'elles sont encore plus invisibles. Et donc c'est de ça que je suis partie dans mon enquête, la façon dont les femmes, en fait, à travers leur trajectoire, vivaient, expérimentaient cette violence, en fait, de la frontière, de la traversée de la frontière, qui est en fait une traversée des frontières, parce que les frontières, cette traversée de la frontière, elle est interminable, puisque on peut dire qu'elles sont confrontées à la frontière dès le départ, en fait, à travers ce que Catherine a évoqué, c'est-à-dire les politiques de coopération avec les pays tiers. Elles se retrouvent à passer de nombreuses frontières qui sont déjà des frontières européennes quelque part. C'est-à-dire que les politiques de coopération avec les pays dits de transit font que ces femmes sont à de nombreuses reprises, en fait, contrôlées, parfois enfermées, parce que c'est ça que fait en fait la politique de coopération avec les pays tiers, c'est de rendre la traversée des frontières de plus en plus dangereuse, de plus en plus violente, de plus en plus difficile. L'objectif derrière cette politique, c'est probablement d'essayer de décourager les gens de partir, mais ce que disent les chercheurs qui travaillent sur l'immigration, c'est que ça ne marche pas, ça rend juste les traversées de plus en plus dangereuses, de plus en plus difficiles et de plus en plus violentes. Donc moi, j'ai commencé à travailler sur ces questions-là, à partir des trajectoires des femmes. Et la première chose que je dois dire, c'est que quand j'ai commencé à travailler là-dessus,
J'ai enquêté sur des femmes qui vivaient dans des centres d'accueil au sud de l'Europe, donc qui avaient déjà traversé la Méditerranée. Et donc la vie de ces femmes, leurs histoires aussi, leurs récits, étaient peuplés en fait de toutes ces figures, toutes ces personnes avec lesquelles elles avaient voyagé, mais qui étaient plus présentes en fait, qui étaient mortes dans la traversée ou qu'elles avaient perdu. Il y avait des femmes qui avaient perdu littéralement, qui avaient perdu leurs enfants en Libye, qui ne savaient pas où ils étaient passés, ou leur mari. Donc des histoires extrêmement dures et une forme de communauté d'expérience entre ces femmes, en fait, de cette dureté de la traversée des frontières. Ce qui est intéressant quand on regarde les trajectoires des femmes, c'est que d'abord, ça permet de prendre conscience de l'importance des mobilités féminines, mais aussi ça permet d'aborder certains aspects des trajectoires, des traversées des frontières que, pour des raisons là aussi qui ont trait au genre, les hommes aborderont moins facilement et aussi différemment. Par exemple, je vous ai dit, il y a eu pas mal, presque toutes les femmes ont été agressées en route, donc il est évident que la question de la sexualité, la question du rapport au corps, la question du rapport aux enfants ne se pose pas du tout de la même façon pour une femme que pour un homme. Après, ce qui m'a intéressée aussi, c'est d'essayer d'interroger les motivations qui faisaient qu'elles partaient malgré tout et qui faisaient qu'elles arrivaient malgré tout quelque part à un moment donné, en tout cas celles qui avaient survécu à la traversée, et donc de sortir un peu de vision uniquement victimisante de ces migrations féminines. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour le coup, malgré la difficulté des trajectoires et la violence des trajectoires, toutes les femmes que j'ai rencontrées, j'en ai rencontré une centaine pour mon enquête, elles partageaient aussi des motivations mixtes, en fait, différentes raisons de venir, et qu'on ne pouvait jamais les réduire seulement à une position de victime. Elles avaient toutes, au départ, certainement dû fuir des violences, et souvent des violences qui étaient liées au genre, mais elles avaient aussi d'autres motivations de partir, et notamment le fait d'avoir une meilleure vie, tout simplement, ce qu'elles ont en commun avec les hommes qui partent aussi. Donc ça, c'est le premier point que je voulais évoquer avec vous, et j'en ai encore deux. J'ai encore 10 minutes. Oui. Le deuxième point, c'était donc partir des trajectoires des femmes, c'est une première chose. La deuxième chose que j'ai essayé de faire en géographe, c'est d'aborder la frontière en ces lieux. Mais Catherine en a déjà beaucoup parlé. En fait, dans la frontière, on retrouve des lieux qui se ressemblent. En fait, on peut faire des typologies de lieux. Et en particulier, moi, j'ai travaillé sur les îles, et Catherine en a parlé, parce que ces îles, ce sont vraiment des lieux de condensation, dirait le géographe Bernard de Barbieux, de toutes les dynamiques qui sont liées à la frontière. Parce que la frontière, ce n'est pas seulement un lieu de blocage des trajectoires, c'est aussi un lieu de filtrage, c'est un lieu de tri. Et donc dans les îles, on retrouve cette fonction-là de filtrage. Et les hotspots, dont a parlé Catherine, qui sont ces lieux de filtrage, donc d'interception et de filtrage, qui ont été mis en place à partir de 2015 en Méditerranée, ils ont bien cette fonction-là de décider qui peut rester, qui peut continuer son chemin, donc, et ces hotspots, ils sont quasiment tous situés sur des îles, et qui peut repartir, en fait. Et donc, aborder la frontière par les îles, ça permet d'apprécier cette condensation de la fonction frontalière, mais aussi ce qu'on peut appeler un paysage de la frontière. Ce sont toujours les mêmes types de lieux qui sont mobilisés pour ces hotspots ou pour les lieux de contrôle qui vont s'établir sur ces îles. Souvent, ce sont des lieux qui existaient auparavant et qui sont recyclés, donc d'anciennes casernes, ou alors ça va être des préfabriqués. On retrouve ces lieux, des barbelés, des tentes, des préfabriqués. C'est toujours le même type de lieu qu'on retrouve sur ces îles. Et moi, j'ai travaillé en Sicile, j'ai travaillé à Malte, j'ai travaillé à Chypre, et on retrouve ces mêmes lieux. Il y a une forme aussi de mise en scène. De l'activité frontalière, qui peut être à la fois une mise en scène humanitaire, c'est-à-dire les associations, les ONG qui sont impliquées dans l'aide vont se mettre en scène dans une forme d'empathie vis-à-vis de ces personnes qui arrivent, etc. Mais aussi du point de vue de la mise en scène de la frontière. Il y a un auteur qui parle de spectacle de la frontière. C'est-à-dire qu'on va montrer, pour essayer, on pense que ça peut fonctionner dans le cadre d'une politique dissuasive, enfin, on va montrer aux potentiels migrants à quel point la frontière est présente. Donc on va mettre en scène la dureté
du traitement réservé aux personnes qui arrivent, etc. Et ça se fait beaucoup à partir des îles. Pensez, il y a encore un an et demi, à la façon dont le gouvernement italien a décidé à un moment donné de concentrer toutes les arrivées à Lampedusa. Les gens n'arrivent pas spontanément à Lampedusa. En général, ils sont interceptés en mer et on les amène à Lampedusa. Donc on a parfois cette idée que les îles de Méditerranée sont des débouchés spontanés d'immigration, mais c'est souvent aussi par l'interception en mer et voilà, que les gens sont amenés à Lampedusa. Et régulièrement, ça fait une quinzaine d'années que le gouvernement italien use de cette stratégie, on concentre les personnes à Lampedusa pour mettre en scène la crise migratoire, l'urgence. C'est une façon de dire les États européens, aidez-nous parce que là, ça ne va plus être possible, on ne peut pas gérer tout ça. Donc c'est une spectacularisation aussi de la migration et une façon de mettre en scène l'urgence qui est régulièrement mise en place. Et enfin, ces îles, ce sont aussi des lieux de mobilisation, de solidarité, de mouvements sociaux. Il y a eu des initiatives très fortes à partir de Lampedusa, à partir des îles grecques, et effectivement, avec une autre mobilité, qui est une mobilité de bénévoles. On voit ces bénévoles européens qui viennent de partout et qui viennent aider. On les a vus beaucoup sur les îles grecques en particulier. Alors c'est vrai que c'est plus sympa d'aller sur les îles grecques que d'aller à Calais, par exemple. Mais bon, de fait, c'est des mobilisations quand même. C'est pas des situations en fait très drôles. Et bon, il y a une thèse qui a été récemment soutenue sur cette question-là par Alice Latouche, qui est une sociologue, qui montre comment en fait il y a eu aussi des mouvements d'hostilité de la part des personnes qui vivent sur les îles grecques, en l'occurrence, vis-à-vis de ces bénévoles. Parce que ces bénévoles qui viennent aider, on peut, enfin en tout cas, ils sont considérés comme des personnes qui risquent d'inciter encore les personnes à arriver, donc de générer un appel d'air, donc une hostilité aussi vis-à-vis de ces bénévoles internationaux. Alors le dernier point que je voulais aborder, donc je vous ai parlé des trajectoires des femmes, des lieux de condensation de la frontière à travers l'exemple des îles. Et puis le dernier point, ce serait que de ne pas oublier donc effectivement la Méditerranée n'est pas seulement le lieu de trajectoire, de traversée dite irrégulière, mais que c'est aussi un lieu c'est la première aussi région de tourisme dans le monde. C'est 30% en fait des recettes mondiales du tourisme, c'est 20% des flux de passagers. C'est une région touristique extrêmement importante. D'ailleurs, vous le savez, parce qu'il y a un débat très fort sur le surtourisme en Europe du Sud. Et voilà, il y a des bateaux de croisière, il y a des gens qui viennent dans les îles, effectivement. Enfin, voilà, c'est un tourisme varié, balnéaire, mais aussi urbain, etc. Et donc, cette articulation tourisme-migration, elle est intéressante aussi à explorer. Et donc, on peut le faire de différentes façons. On peut le faire, par exemple, en essayant de voir comment, par moment, alors tout est fait pour que les migrants et les touristes ne se croisent pas. Alors, par exemple, à Lampedusa, qui est une île très touristique, tout est très cloisonné, de façon à ce que les touristes n'accèdent pas aux lieux où sont retenues les personnes qui sont arrivées par la mer. Donc, ça, on voit ça sur toutes les îles. Mais en réalité, il y a des moments où les personnes se croisent, ou alors il y a des moments où il y a une espèce de confusion des genres. Et c'est là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut parler de ces moments comme des moments de friction, où émergent en fait nos normes, notre façon de regarder, notre façon de nous représenter, les valeurs qu'on associe à la migration et au tourisme. Alors, un de ces moments qui moi, m'avait frappé, ça a été quand, je ne sais pas si vous vous en souviendrez, en 2022, en fait, donc c'est le moment où en fait Giorgia Meloni a durci sa politique vis-à-vis des bateaux, des bateaux de sauvetage, en rendant vraiment difficile pour les bateaux de sauvetage en Méditerranée, les ONG, l'accès à un port de débarquement. Et donc, il y avait un bateau de SOS Méditerranée qui s'était retrouvé complètement en errance. Alors, ce n'était pas la première fois d'ailleurs. Et finalement, c'était la France qui ne l'avait pas fait dans les épisodes précédents d'errance, mais c'est la France qui a ouvert un port. Donc, le bateau est arrivé au port de Toulon, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et donc, il y avait 234 passagers à bord de ce bateau, arrivés au port de Toulon. Et finalement, les personnes ont été logées dans un centre du CCAS sur la presqu'île de Gien. Et à l'époque, il y avait eu tout un débat et l'extrême droite s'était emparée de la question. Il y avait eu un article dans Valeurs Actuelles et il y avait eu aussi une fake news qui avait circulé sur les réseaux sociaux qui disait que ces passagers avaient été accueillis au club Bellambra.
Donc il y avait le hashtag Bellambra qui circulait sur Twitter, etc. Pour dire, mais c'est scandaleux. Et moi je trouvais ça intéressant cet épisode parce que finalement, ce qui scandalisait les gens, c'était que des migrants puissent être accueillis dans un club de vacances. Mais en même temps, la structure, elle était vide. C'est ce qu'on a fait pendant le Covid. C'est les structures hôtelières. Et c'est pas une nouveauté. Les structures hôtelières, elles ont toujours été utilisées dans les moments d'urgence, les catastrophes naturelles, pour accueillir des personnes en difficulté. Mais là, c'est tout d'un coup, cette espèce de friction, ce choc des mobilités effrayait. Bon, en réalité, ils n'étaient pas du tout au club Bellambra. Et par ailleurs, ils ont été relocalisés un peu partout. Donc, il n'y a pas eu de... Les personnes ne sont pas nécessairement restées en France. Mais c'est une autre question. Alors, un autre moment de friction que moi j'ai pu observer sur le terrain, c'est quand on décide d'accueillir des demandeurs d'asile dans des structures touristiques obsolètes. En fait, en Méditerranée, il y a énormément de structures touristiques qui ont été construites dans les années 60, 70, 80, puisque ce sont les années du boom touristique en Méditerranée, et qui ne sont plus du tout adaptées au goût du touriste actuel. C'est souvent des méga structures en béton, et plus grand monde en fait a envie de passer ses vacances sur une plage dans une méga structure en béton, et donc ces structures-là, elles sont là. Et donc, pour certains hôteliers, pour certains, il y a une véritable industrie en fait de l'accueil qui s'est mise en place et qui s'est parfois substituée à l'accueil touristique. Alors, il y a des méga hôtels comme ça qui sont devenus en Italie, en Grèce, ailleurs, des centres d'hébergement pour demandeurs d'asile. Et puis, il y a des endroits, ils sont rares, mais il y en a quand même, où en fait, on a essayé de faire coexister les deux. Donc on avait avec des collègues, on avait été observer un endroit comme ça, c'était à Chypre, c'était un hôtel qui donc faisait des prix cassés pour des groupes à Chypre, en bord de mer. Et donc il y avait une partie des étages de l'hôtel qui était mobilisée pour les touristes et le rez-de-chaussée qui était mobilisé pour les demandeurs d'asile. Et donc c'était comme ça que l'hôtel parvenait à peu près à maintenir à flot son économie. Et donc, tout était cloisonné dans l'espace pour que les deux types de mobilité, les touristes et les demandeurs d'asile ne puissent pas se voir, ne puissent pas se croiser. Donc évidemment, les demandeurs d'asile n'accédaient pas à la piscine et puis ils ne pouvaient pas accéder à certains espaces dans l'hôtel, etc. C'était extrêmement bien régulé. Il y avait une société de sécurité aussi qui était employée pour bien réguler les flux à l'intérieur de l'hôtel. Et puis de temps en temps, les gens se croisaient malgré tout dans les couloirs. Et ça donnait des choses assez cocasses. Voilà. Donc il y a des moments quand même, malgré tout, où les touristes et les migrants vont se croiser et ça donne lieu à des formes de friction intéressantes. Peut-être dernier lieu dont j'avais envie de vous parler, en Méditerranée, dans toujours cette idée de réfléchir à la place des hôtels au croisement des migrations et du tourisme. C'est un endroit que vous pouvez voir en ligne. Si vous allez voir le site Best Hotel in Europe, c'est un endroit qui a été squatté pendant 3 ans. C'était un grand hôtel complètement obsolète qui fonctionnait pas mal, je crois, dans les années 90 dans les circuits Fram, et puis qui a été abandonné et qui, en 2016, donc juste après les méga arrivées de Syriens en Grèce, au même moment d'ailleurs, a été squatté par un groupe d'activistes et des migrants. C'est un hôtel qui a accueilli des milliers de personnes sur 3 ans. Ça s'appelle le City Plaza. Donc il a été squatté de 2016 à 2019 et il a accueilli plus de 2500 réfugiés de plus de 13 pays. Et là c'est vraiment, on est dans la manifestation, dans la construction de sites en fait alternatifs où on va contester les politiques de la frontière. Donc là, c'est un lieu d'accueil, un lieu de solidarité. C'était aussi un lieu qui était très politisé, donc très influencé par les mouvements anarchistes, autonomes. Donc tous les jours, une assemblée générale où on rediscutait des règles de vie commune et où on se répartissait les tâches et l'organisation de la vie commune. Voilà, il y a des petites enclaves comme ça, des petits lieux comme ça où on essaye de vivre ensemble et d'accueillir. Et la Méditerranée, c'est aussi le lieu où on invente ces formes de cohabitation, de coexistence aussi. Et puis finalement, ça s'est arrêté avec le changement de gouvernement en Grèce. Les choses
les choses sont devenues plus compliquées. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. Alors, je suis persuadé qu'il y aura énormément de questions après ces exposés qui ouvrent vraiment le débat sur cette situation. Quand on a vu en même temps, grâce à ces exposés, la grande complexité. Hein. C'est pas aussi simple que comme ça quand on voit il y a une frontière qui non, de l'est à l'ouest, c'est finalement très différent. Et puis aussi, ça nous a enrichi beaucoup, je pense, par le côté, pas penser que la Méditerranée, mais penser à ce qui se passe dans tous les États qui sont autour en même temps. Il y a des gens qui circulent d'est en ouest, ailleurs que sur les bateaux que nous avons en tête, qu'on avait choisi justement comme symbole un peu de cette séance. Voilà, alors là, la parole est à vous. Alors, je ne sais pas si le micro... Alors, je ne sais pas si le micro peut... Sinon, faut peut-être aller jusqu'au micro, oui. Peut-être mieux aller au micro, je pense. Oui, oui, alors ma question est double. Tout d'abord, n'est-ce pas suicidaire de la part de l'Europe, cette frontiérisation, quand on voit qu'en dehors de l'immigration, si on avait zéro, il y aura un déficit de la population active en Europe de 49 millions de travailleurs en 2050. Donc est-ce qu'on n'est pas en train de faire une grosse erreur en mettant en frontiérisant et de notre, il y en a même qui disent que le problème ne sera pas de freiner l'immigration, mais de convaincre les gens de venir dans certains pays d'Europe. ça peut être un débat. Oui. Donc, je passe à une deuxième question un peu plus précise. C'est aujourd'hui, quel est le profil socio-économique et de diplôme des migrants qui traversent la Méditerranée? Est-ce que les diplômés ont d'autres moyens? Est-ce que c'est que des non qualifiés, etc. aujourd'hui qui traversent la Méditerranée? Voilà. Merci pour ces deux questions. Vous voulez peut-être déjà répondre ou on attend d'autres questions? Peut-être chacune, parce qu'elles sont déjà assez riches. C'est deux questions. Merci, je vais commencer. Merci beaucoup. Alors, merci pour cette première question. C'est toujours la plus difficile, la première. Donc, bravo à vous. Alors, pour ce qui est de cette thématique, donc, l'Europe est confrontée à une contradiction essentielle, effectivement, qui est d'un côté le déclin démographique global de l'Europe. Le seul facteur de croissance de la population en Europe, c'est l'immigration. Et en même temps, ça a été notamment révélé avec la Covid, les pénuries de main-d'œuvre, des pénuries structurelles de main-d'œuvre, pas seulement dans des secteurs peu qualifiés, mais aussi moyennement qualifiés, très qualifiés. Et donc ça, c'est le contexte européen. Donc ça, c'est une contradiction essentielle. Et l'autre contradiction, c'est une philosophie du libéralisme économique d'un côté, et de l'autre, une hyper-sécurisation du traitement de la frontière. Donc il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, un collègue américain qui s'appelle entre autres James Holyfield, mais aussi beaucoup d'autres. Et puis aussi une contradiction entre, d'une certaine façon, l'éthique, puisque l'Europe est quand même celle qui a aidé à produire ces grandes conventions internationales sur l'asile, sur les droits des mineurs isolés non accompagnés, la Convention sur les droits de l'enfant, la Convention sur les droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles, etc. Et en même temps, toute une série de pratiques qui sont presque de la barbouzerie, si j'ose dire, compte tenu de la façon dont l'Europe délègue le contrôle de sa frontière à d'autres. Contrôle qui est très confortable en réalité, on l'a vu, puisque autant les pays d'Europe du Sud se plaignent d'avoir sur les bras, si j'ose dire, la charge de régler la périphérisation de l'Europe. La première frontière, c'est déjà l'Europe du Sud. Ils en sont très très conscients et on les laisse un peu se débrouiller, si j'ose dire, avec ces nouveaux arrivants. Et on avait dit on va partager le fardeau, etc. Mais
dans le pacte européen sur l'immigration et l'asile qui a été adopté l'an dernier, on n'a rien bougé. On a gardé les accords de Dublin, one shop, c'est là où on a mis le pied qu'on doit automatiquement rester comme demandeur d'asile. Donc ça favorise les pays où on n'arrive pas en Finlande, en général on arrive plutôt sur la rive sud de la Méditerranée. Donc tout ça, ça les fragilise, ils en sont très conscients. Il y a une rancœur qui explique aussi le vote pour M. Salvini en Italie en 2018, puis ensuite celui pour Mme Meloni, et dans quelques autres contextes. Et puis une prise de conscience quand même de la rationalité de la situation, puisque autant l'Europe est marquée par la montée des partis d'extrême droite et des régimes illibéraux, par exemple la Hongrie, autant en même temps elle est très consciente de la nécessité quand même d'une politique rationnelle. Certains pays ont commencé dans cette voie. L'Allemagne, par exemple, a abandonné la fermeture de l'immigration de travail. Maintenant, il y a 18 mois. L'Espagne propose une politique de gauche de l'immigration avec des régularisations très nombreuses, par exemple. Donc, il y a d'autres voies que celles uniquement de la sécurisation. Puis il y a aussi les migrants eux-mêmes qui, par leur bricolage, si j'ose dire, il y a tout un bricolage de la frontière qui a été étudié par Alain Tarius, mais aussi par les gens qui, par exemple, décident de pouvoir avoir la double nationalité. Beaucoup de jeunes issus de l'immigration ont la double nationalité, donc eux, ils peuvent facilement traverser la frontière, et alors que leurs parents étaient soumis à des visas, parce qu'ils ont la double nationalité qui se développe. Il y a aussi tout un marché en Europe ce qu'on appelle les passeports dorés. C'est-à-dire des petits pays européens pas très riches se sont fait un peu d'argent en délivrant des passeports européens contre un investissement, l'achat d'un appartement, etc. Et donc aujourd'hui, le Portugal, la Grèce, Chypre, Malte se sont fait un peu taper sur les doigts par l'Europe pour avoir délivré ces fameux passeports dorés à des gens qui pouvaient s'offrir ce genre de possibilité de circuler dans l'espace euro-méditerranéen avec des passeports européens. Donc il y a si j'ose dire, il y a la règle et puis il y a la façon dont elle est appliquée qui est souvent assez différente et qui explique cette situation. Tout ça dans un contexte qui est tout à fait irrationnel, puisque le vrai problème, c'est le déclin démographique, c'est le besoin de main-d'œuvre, c'est une approche respectueuse des droits des personnes. On s'assoit, si j'ose dire, en Europe sur le pacte de Marrakech de 2018, dont le sous-titre est pour une immigration sûre, ordonnée, régulière. On n'est pas du tout dans cette logique, alors que la plupart des pays européens, sauf l'Italie, ont signé ce pacte de Marrakech de 2018. Donc les contradictions sont très nombreuses, parce que la politique migratoire européenne, elle est gérée par ceux qui croient qu'il faut encore en rajouter sur la sécurisation des frontières pour satisfaire les électeurs ou pour essayer de gagner encore plus d'électeurs à l'extrême droite. Donc l'esprit, si j'ose dire, de la politique européenne, c'est quand même celui-là. Puis le reste, on le fait sans trop le dire. On va faire venir des gens en catimini dans certains secteurs, comme le fait M. Orban l'été pour des gens qui viennent du Bangladesh ou d'autres pays asiatiques, par exemple. On va bricoler ici et là des politiques migratoires, mais le vrai sujet, c'est quand même le vieillissement. Et en Afrique, contrairement à une idée répandue, on n'est pas du tout confronté à un continent qui va nous envahir, parce que la plupart des Africains migrent en Afrique, c'est plus simple, moins dangereux, moins coûteux, mais aussi parce qu'il y a une tradition de mobilité à l'intérieur du continent africain. Le pays où on migre le plus hors d'Afrique, c'est la Tunisie, parce que c'est un pays qui pourtant n'est pas très peuplé, où il y a un contrôle des naissances depuis très longtemps, où les femmes sont assez bien éduquées, mais la Tunisie est très branchée sur l'Europe par toute une série de réseaux transnationaux, familiaux, d'information. Le niveau de scolarisation explique aussi que les gens veuillent éventuellement partir de chez eux, surtout en ce moment. Donc, ce n'est pas nécessairement la démographie qui va conduire à faire partir les gens des pays les plus peuplés de notre voisinage, mais c'est surtout
les réseaux d'interconnaissance, le transnationalisme et ces pratiques que l'on peut voir entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée. Sans doute, peut-être qu'on arrivera à un moment où on aura besoin de main-d'œuvre, comme dans les années 60, et on allait la chercher sur la rive sud de la Méditerranée. Sur la deuxième question, qui sont les migrants? La deuxième question, c'était qui sont les migrants qui viennent? Ah bah oui, alors on a alors déjà en Europe 33%, ce qu'on oublie d'ailleurs, 33% des migrants en Europe sont des Européens. Hein. La moyenne de l'immigration en Europe, c'est 10% de migrants par rapport à la population totale de l'Europe, mais aussi des pays européens. En France, on doit être autour de 10,5%. On est tout à fait dans la moyenne européenne, contrairement au discours alarmiste sur l'invasion. Et le pays qui a le plus de migrants, bien sûr, c'est l'Allemagne, qui a donc 13% d'étrangers sur son territoire, qui a largement accueilli 1 million de Syriens en 2015, beaucoup d'Ukrainiens aussi, même si c'est la Pologne qui a accueilli le plus dans cet exode. Et donc l'Allemagne, malgré la montée de l'extrême droite, etc., elle a refermé ses frontières, mais en même temps, elle a mis au travail très vite les nouveaux arrivants, alors qu'en France, on a une attitude extrêmement, disons, malthusienne. Par exemple, en France, quasiment dans toutes les préfectures, il est impensable de faire accéder les demandeurs d'asile au marché du travail. Pourquoi ? Parce qu'il faut dissuader. Hein. On est dans la dissuasion et c'est une mesure qui date de 1991, il ne faut pas l'oublier. Et malgré une directive européenne de 2014 qui dit que tous les demandeurs d'asile doivent avoir accès au marché du travail, eh bien, on ne leur donne jamais le droit de travailler, tout au moins pendant le tout début, entre les 6 et l'année où ils sont arrivés, parce qu'il faut dissuader. Ça, c'est la politique. On a trop peur de l'appel d'air, etc. Et donc, on perd de l'argent, bien sûr, parce qu'ils n'entrent pas sur le marché du travail. Eux-mêmes, ils s'insèrent moins bien parce qu'ils n'ont pas eu l'expérience du travail. Puis surtout, ça donne une image extrêmement négative de jeunes qui ne travaillent pas. Hein. Pour des gens qui sont âgés, qui ont travaillé toute leur vie, se disent qu'est-ce qu'ils font là. Moi, j'ai constaté ça en emmenant mes étudiants de Sciences Po dans le quartier de la Porte de la Chapelle. J'entendais des gens qui disaient mais pourquoi ils sont là, ils ne travaillent pas alors que moi j'ai travaillé toute ma vie, etc. Donc on est dans une sorte de mise en scène, si j'ose dire, de ces gens sans travail. Et une sorte de désignation de ceux qui profitent, si j'ose dire, alors qui profitent de rien, de l'argent public. Donc la dissuasion a des effets tout à fait dramatiques sur le quotidien. Il ne faut pas oublier de ceux qui ont essayé de traverser les frontières. Un sous-préfet qui était interviewé par un de mes étudiants l'an dernier a dit « Il faut leur donner une vie impossible pour qu'ils ne reviennent pas ». Les gens, ils reviendront toujours à Calais parce que Calais, ce sera toujours en face de Douvres, quoi qu'on en fasse. Et donc, en fait, les jungles se reconstituent. C'est une sorte de contexte permanent, si j'ose dire. Et la dissuasion, ça ne marche pas. Ce que je voudrais dire, c'est toutes ces politiques qui donc essayent de contrer la traversée des frontières, elles sont faites pour l'opinion publique. On n'est pas du tout pour l'efficacité. Je ne pense pas que même les politiques croient une seconde à l'efficacité de ce qu'ils annoncent. Dans le pacte européen, on a repris la politique de retour. Ça fait 30 ans qu'on a des politiques de retour. Elles n'ont donné presque aucun résultat, même si quelques bénéficiaires ont pu créer leur petite entreprise, etc. Mais c'est marginal. Les politiques de développement, l'OCDE a travaillé massivement sur la thématique du développement et de la migration. Et le développement, ça accélère la migration. C'est très bien de faire du développement, mais il ne faut surtout pas croire qu'à court terme et moyen terme, ça va arrêter la migration. Au contraire, ça l'accélère. Donc, on dit toujours développement comme alternative. Alors, ce n'est pas du tout une alternative. Reconduction à la frontière. En France, on est les plus mauvais d'Europe. On a un taux de 8% à peu près. La moyenne européenne, c'est 18%, parce qu'on prononce beaucoup trop de reconduction. On a prononcé l'an dernier autour de 140 000 reconductions à la frontière. Comment voulez-vous qu'on puisse pratiquer 140 000 reconductions à la frontière ? L'Allemagne est très performante parce qu'elle en prononce très peu. Donc dans ce cas-là, elle peut négocier avec les pays de la rive sud de la Méditerranée et mieux reconduire les gens. Donc en France, on a débordé, c'est la poubelle des préfectures. On ne sait pas quoi faire des déboutés du droit d'asile.
Donc on va au QTF. Mais il y a des gens qui viennent de pays, des jeunes Afghans que j'ai vus dans des associations, ils ont ça comme dans leur poche, comme les tickets de supermarché, parce qu'ils se disent, je vais sans doute pas être reconduit en Afghanistan, c'est trop loin, trop cher, la situation est quand même pas très rassurante dans notre pays. Donc pour eux, c'est peanuts, si j'ose dire. Donc toutes ces politiques de dissuasion, elles ne marchent pas. Ça fait 30 ans qu'elles ne marchent pas. Et ça fait 30 ans qu'on redit la même chose. C'est comme si vous alliez chez le médecin, on vous donnait des remèdes qui ont 30 ans d'âge, qui n'ont eu aucun effet, et qu'on continue d'administrer parce que les décideurs croient que ça va faire de l'effet sur l'opinion publique. Donc, parfois, on s'interroge un petit peu sur la rationalité des politiques migratoires, surtout à l'égard de la rive nord, entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée. Pardon. Sur la qualification, il y a tout. Parce qu'en fait, on a aussi bien un exode des cerveaux entre la rive nord et la rive sud et la rive nord de la Méditerranée, dans toute une série de secteurs, notamment l'ingénierie, l'informatique et puis la médecine aussi, particulièrement. Et en France, par exemple, on est très demandeur de médecins francophones. Donc, il y a une sorte de plus pour ces personnes. Même s'ils sont au début pas payés comme les nationaux, et aussi beaucoup de médecins qui ont des diplômes européens comme les Roumains, les Bulgares par exemple. Donc on a cette qualification, ce qu'on appelle l'exode de ces gens en blanc. On a aussi des moyennement qualifiés, donc ça c'est des secteurs dont on a beaucoup besoin d'ailleurs, les secteurs tout ce qui est restauration dans le bâtiment, etc. Et puis aussi les travaux publics, et puis des secteurs beaucoup moins qualifiés qui vont être les les métiers du care. Il y a beaucoup de femmes d'ailleurs là-dessus qui sont dans ces secteurs-là, qui gardent des personnes âgées, qui gardent des enfants, qui vont travailler dans des métiers peu qualifiés, comme être soignante dans les hôpitaux, etc. On a toute une série de métiers du care dont on a furieusement besoin, qui est lié au vieillissement de la population européenne, qui est rarement tenue par des Européens eux-mêmes, sauf éventuellement de l'Est, mais de plus en plus rarement. Et puis on a des tas de métiers de service, si j'ose dire, dont on a fait l'expérience de leur utilité, notamment pendant la Covid. Donc on a tous les niveaux de qualification compte tenu de la diversité des profils migratoires, qui ne sont pas que des gens de la rive sud de la Méditerranée, des gens qui viennent de plus loin, aussi bien d'Asie que d'Afrique subsaharienne. Moi, j'avais une question à poser très concrète. Quand un bateau Frontex voit arriver un navire de migrants, enfin un bateau, quelles sont ces consignes? Ils les font monter? Je te laisse te répondre, je peux répondre, je te laisse répondre. Ça fonctionne comment, Frontex? On lui a retiré beaucoup. Alors, voilà. Je dirais une phrase, compte tenu du fait que le directeur général de Frontex, M. Leggeri, a été remercié par la Commission européenne pour ses opérations de pushback en Méditerranée orientale. La plupart des bateaux de Frontex, on leur a retiré les bateaux, et l'essentiel de leur contrôle, ce sont des drones en fait. Donc le contrôle est délégué à des associations qui difficilement essayent de faire le fameux search and rescue, c'est-à-dire chercher les gens en détresse et leur porter secours, mais c'est fait par SOS Méditerranée et quelques autres structures qui ont souvent maille à partir avec les pouvoirs publics, alors que Frontex ne fait plus aujourd'hui ce travail-là. Ouais, Frontex peut signaler aux gardes-côtes. Frontex peut signaler aux gardes-côtes des embarcations en difficulté, mais Frontex ne pratique pas le secours en mer. Effectivement, il y a eu des gros problèmes de refoulement, et c'est pas complètement non plus. Il y a eu encore, même après le départ de M. Leggeri, des épisodes de refoulement en pleine mer qui ont amené à des naufrages, et où la responsabilité de Frontex était impliquée avec celle des gardes-côtes grecs notamment.
Et puis il y a d'autres stratégies qui sont mises en place pour, disons, rendre de plus en plus difficile la possibilité, enfin la traversée de la Méditerranée. Une de ces stratégies, ça a été d'instituer une zone de sauvetage libyenne. Donc c'est en 2017 ou 2018. Ce qui fait que si Frontex, par exemple, repère une embarcation dans la zone de sauvetage libyenne, eh bien, Frontex contacte les gardes-côtes libyens, qui sont donc financés Par l'Europe. Pour littéralement enfermer les personnes, les renvoyer dans le désert, ce qui se passe de plus en plus fréquemment dans d'autres pays, même en Afrique du Nord, qui sont financés aussi par l'Europe. Donc c'est... Voilà, il n'y a absolument pas de... D'ailleurs, il n'y a pas du tout de politique organisée de sauvetage, et il y a plutôt une tendance à essayer d'empêcher par tous les moyens les ONG, les embarcations de traverser, en fait. Il y a une disposition qui a été adoptée en Italie il y a à peu près 2 ans, qui s'appelle la directive Piantedosi, qui dit que, alors ça complique beaucoup le travail des associations de sauvetage en Méditerranée, qu'un bateau ne peut décharger que le contenu des personnes qu'en une seule fois. Donc en fait, ça les oblige à aller rechercher les gens et à les ramener. Donc ça complique énormément le travail d'abord dans ces ports, de plus en plus loin d'ailleurs du sud de l'Italie, qui doivent aller jusqu'à Ancône pour faire accoster les personnes qu'ils avaient sauvées, par exemple. Merci. J'ai plusieurs questions, mais 2 pour le moment. Premièrement, ces gens qui viennent par le bateau, ce n'est pas des intellectuels, on voit bien. Ils arrivent du Soudan parce que c'est la guerre, ils arrivent d'autres pays. Ce n'est pas la migration du travail. Des gens qui viennent, qui sont qualifiés, qui viennent chercher un travail. C'est ça. Le plus souvent, pour ceux qui arrivent en bateau. Mais ils ne viennent pas tout seuls, ils viennent par des réseaux. Oui. Ma question, c'est comment sont organisés ces réseaux de passeurs, d'où ils viennent, et est-ce que les États, d'où viennent ces gens, est-ce que ce sont ces États qui organisent ça? Par exemple, moi j'ai été médecin du monde l'autre jour à la Gaîté Lyrique, avec Gaîté Lyrique, vous avez 300 Je suis allée aussi. il y en a la moitié qui viennent. Je suis allée il n'y a pas longtemps. Le gouvernement de Guinée, c'est lui qui organise la venue de ces jeunes ici, c'est lui qui organise les passeurs, où il laisse faire. D'où vient cette organisation et quel est le rôle des États africains dans cette situation? Et ma deuxième question, par rapport aux femmes, moi je vois travailler médecin du monde et quand je vois arriver une femme francophone, une fois sur 2 c'est une Ivoirienne, et cette Ivoirienne elle ne vient pas pour des raisons de guerre, elle ne vient même pas pour des raisons économiques, elle vient pour des raisons sociales. Sa fille a été excisée, son mari est décédé, on veut la marier avec le frère, et pour ça, c'est ingérable localement, c'est ingérable sur le continent, et pour cette raison sociale, il faut quitter son continent et se retrouver gare du Nord dans une situation presque pire que celle qu'il y a. Comment on vous explique beaucoup de gens ici se sont engueulés avec leur belle-mère ou leur beau-père, ils n'ont pas changé de continent pour ça. Alors qu'on a l'impression là-bas que c'est pas possible autrement. Je te laisse répondre, si tu veux, mais je reprendrai après, éventuellement. Ouais. Alors, moi je dirais pas que les gens qui traversent la Méditerranée veulent pas... Enfin, d'abord, en fait, il y a une règle dans l'immigration, c'est qu'il y a une sélectivité très forte des migrations. Les personnes qui partent, y compris les personnes qui traversent la Méditerranée, ont un certain nombre de ressources. Alors ça peut être des ressources économiques, ça peut être des ressources humaines, des relations, des ressources linguistiques. En tout cas, ce ne sont jamais, y compris les personnes qui traversent la Méditerranée, les plus pauvres, les plus démunis, et enfin en tout cas c'est rarement. Et donc en fait les gens viennent aussi avec des projets, avec des motivations qui sont variées, qui sont souvent multiples, pour avoir une vie meilleure. Et les gens veulent travailler. Ça, c'est à peu près toujours le cas. Et donc, je
Je pense qu'en fait, on serait étonné si on pouvait, par exemple, en traversant la rue Daguerre, aller voir dans les arrière-cuisines, discuter avec les gens, etc., par exemple. On serait étonné du nombre de personnes qui ont fait ce chemin-là. On serait étonné aussi en allant dans les EHPAD, par exemple, si on est voir les personnes qui prennent soin, les femmes qui prennent soin des personnes âgées. Parce que, par exemple, moi, je parlais des femmes, la plupart des femmes que j'ai rencontrées, aujourd'hui, elles travaillent dans le secteur du soin à la personne. Elles sont nounous, elles sont aides-soignantes, elles sont aides à domicile, voilà. C'est en général des personnes qui ont fait des études. Donc il y a aussi... Oui, exact. Voilà, alors, il y a... C'est autre chose. Oui, monsieur il a une expérience à partager, je crois. Mais après, peut-être... donc, il y a aussi une forme de déclassement. Souvent, c'est des personnes qui ont ou fait des études, ou au moins qui ont été jusqu'au lycée, et qui sont déclassées par la migration, qui passent à autre chose, à d'autres statuts. Et en fait, ce que disait Catherine avant, c'est que ce qui est terrible, c'est que par cette politique, qui est uniquement une politique de dissuasion, on freine énormément et on contribue en fait à la vulnérabilité des personnes. C'est-à-dire que des personnes qui pourraient avoir un rôle en fait dans la société sont en quelque sorte freinées. Alors après, il y a toujours des raisons aussi. Il peut y avoir aussi des raisons humanitaires, des raisons contraires aux gens, effectivement. Quand on parle de disputes avec, du fait, par exemple, d'avoir été contrainte de se marier avec le frère du mari qui est mort, c'est des violences de genre extrêmement graves. Donc je pense que aucune d'entre nous a vécu cette situation-là. Donc c'est aussi des situations d'extrême violence, effectivement, qui amènent les gens à partir. En fait, c'est ça qu'on veut dire quand on dit que les motivations de la migration sont mixtes, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs raisons qui font qu'on part, et dire que les gens veulent aussi une vie meilleure et veulent aussi travailler, c'est pas forcément... nier le fait que c'est aussi des gens qui ont vécu des souffrances extrêmement graves et qui veulent s'émanciper par rapport à ces souffrances-là. Les choses vont en fait même ensemble, à vrai dire. Donc voilà, les personnes qui traversent la Méditerranée ne sont pas les plus pauvres. Les plus pauvres migrent à proximité, restent dans leur pays ou migrent dans des pays limitrophes. C'est la majorité des migrations d'ailleurs. Mais ne vont pas jusqu'à emprunter la route de l'Europe. Et après, sur la question des passeurs, tu veux peut-être dire un mot. Ouais, dire un mot. C'est-à-dire que contrairement à une idée répandue, parce que je pense qu'il faut vraiment casser les idées reçues, plus on interdit, plus il y a de passeurs. Les passeurs, ils sont liés à l'interdiction parce qu'ils ont compris qu'ils pouvaient faire de l'argent avec le trafic du passage. Donc toute cette politique très dissuasive, hyper sécuritaire, elle a eu pour effet de multiplier les gens qui les gens qui proposent de contourner ces interdictions par l'économie du passage, et la Libye tout particulièrement, parce que non pas que ce soit un pays pauvre, c'est un pays qui a du pétrole, du gaz, qui n'est pas très peuplé. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de Libyens qui migrent, mais parce que géographiquement, c'est un point de passage presque obligé pour les gens qui viennent de l'Afrique de l'Est ou de l'Afrique de l'Ouest. Et surtout, la Libye a une très grande façade, la plus grande façade maritime avec la Méditerranée, c'est la Libye. Donc on peut vraiment se faire de l'argent, si j'ose dire, avec l'économie du passage, et elle s'est un peu spécialisée, si j'ose dire, dans ce genre d'activité depuis des années. Les pays de départ n'ont qu'un rôle avec les passeurs, puisque ce sont d'autres pays quittés par les personnes que la Libye, qui sont sur les parcours. En revanche, les pays de départ, certains essayent de dissuader de partir, ce que fait un peu le Sénégal, qui a des associations qui essayent de dissuader, compte tenu du nombre de jeunes qui sont morts soit dans l'Atlantique, soit dans la Méditerranée. Essayent de les dissuader de partir, mais ce n'est pas très efficace. Mais pour les autres, souvent, les pays sont dans des situations de crise telles qu'ils n'ont pas tellement le temps de s'occuper de ceux qui sont morts en Méditerranée. Mais il y a des pays où, par exemple, on peut se dire, quand on y va, il n'y a pas d'autre solution que de partir. Moi, je suis allée une fois au Soudan. Le Soudan, c'est quand même dramatique ce qui se passe au Soudan. On n'en parle pas beaucoup, il y a 7 millions de personnes qui ont quitté leur domicile, donc soit migrants internes, soit en traversant les frontières.
le Soudan, c'est une série de crises à répétition, environnementales, politiques, ethniques, etc. Il n'y a pas de boulot, il n'y a rien, quoi. Au Soudan, c'est très très pauvre, très sec, etc. Le Sud-Soudan se déverse dans le Soudan du Nord, si j'ose dire. Donc il n'y a aucune solution que de partir. Les plus débrouillards, ils essayent de trouver du travail dans le Golfe. D'autres errent en cherchant un statut d'asile en Égypte, qui d'ailleurs ne leur donne rien, etc. Et une grande partie prennent le large en essayant précisément de passer par la Libye. Alors, est-ce qu'un pays comme le Sénégal, qui paraît quand même plus développé et qui essaye de s'autonomiser idéologiquement, quelle réaction il a vis-à-vis? C'est encore pas mal. Moi, ce qui me frappe beaucoup, parce que ces pays, ils ont quand même beaucoup participé, par exemple, à la tentative de dialogue entre les pays d'immigration et d'émigration lors du pacte de Marrakech, ce qu'on appelle le multilatéralisme. Donc ils ont été très actifs là-dedans, disant nous on veut des droits pour nos migrants, on veut changer la donne avec une migration sûre, ordonnée, régulière. Et donc ils ont eu un rôle, si j'ose dire. Il ne faut pas croire qu'ils se sont tus dans ce domaine-là, mais il y a une telle appétence pour la migration chez les jeunes, souvent d'ailleurs ceux qui veulent vraiment changer de vie, donc c'est des gens qui sont particulièrement dynamiques, qui n'arrivent pas à dissuader de partir. Tous les ans, il y a des morts pour ceux qui ont essayé d'arriver aux Canaries, par exemple, par la côte atlantique. Il y a des quantités de jungle, de facto, en partie sénégalaise, mais autres, maliennes et autres, au Maroc, par exemple. Il y a eu des travaux qui ont été faits là-dessus, très intéressants, autour des fameux grillages de Ceuta et Melilla. Beaucoup finissent par travailler, hommes et femmes d'ailleurs, au Maroc, par exemple. En Tunisie, ils sont très, très, très menacés par la population arabe qui, dans le contexte actuel, est extrêmement raciste à l'égard des subsahariens. En Libye aussi. En Libye aussi, voilà. Il y a eu des agressions. Voilà, tout à fait. C'est pas des anges, madame. Oui, tout à fait. C'est pas des anges. Et donc, souvent, ils sont poussés aussi à partir, compte tenu du contexte en Libye. Voilà. Donc, souvent, ils sont poussés à partir compte tenu de la dégradation de la situation dans les pays de transit dans lesquels ils se trouvent. Mais les pays de départ n'ont aucun impact là-dessus, sauf d'être mal gouvernés et en crise. Mais sinon, ils n'ont aucun rapport avec les passeurs, ni avec la situation qui peut se passer aussi bien en Libye qu'à traverser la Méditerranée. Qui traverse la Méditerranée, ça manque de couteaux et de machettes aussi. Voilà. C'est ça le réel aussi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vous voulez pas venir parce que le micro n'arrivera pas jusqu'à vous. Ah oui. Qui est-ce des choses qui arrivent. Qui est Ça arrive. Il est venu pour ça, peut-être. Oui. Merci pour la présentation. Déjà, je me demandais dans le contexte actuel avec ce qui se passe au Moyen-Orient, la position de certains pays vis-à-vis d'Israël et de la Palestine, est-ce que c'est visible dans les flux migratoires, ces positionnements? Est-ce que par exemple des migrations qui viennent de pays musulmans vont moins se diriger vers des pays qui se positionnent du côté plutôt à défendre la politique de Netanyahou, ou bien les migrants ne se posent pas ce genre de questions, je veux dire, dans la vision des pays d'accueil par les migrants aussi, ces positions géopolitiques? Je ne sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire, mais je ne suis pas du tout une spécialiste de cette thématique. Je dirais, d'après ce que j'ai pu lire récemment, donc c'est pas nécessairement le fruit de travaux de recherche, c'est qu'aujourd'hui, déjà, il y a une fuite d'une partie des Palestiniens vers le Liban, et certains plus loin, compte tenu du contexte dans lequel ils se sont retrouvés au Liban. Le Liban est un pays qui a accueilli énormément de gens du Proche-Orient. Déjà pendant la crise syrienne, ils avaient accueilli 1 million de personnes sur une population de 4 millions d'habitants. Et aujourd'hui, ils continuent à voir arriver, entre autres, des Palestiniens
qui essayent de se réfugier au Liban, et les Syriens qui se retrouvent au Liban essayent d'aller un peu plus loin, d'aller vers la Syrie aujourd'hui, même si le contexte n'est pas complètement stabilisé. Donc il y a énormément de mobilité dans la région, et c'est assez... la situation n'est pas du tout claire, par exemple. Ceux qui veulent retirer le statut d'asile, ce qu'on appelle la clause de cessation de la Convention de Genève aux Syriens, on a été très fortement dissuadés, dont notre ministre de l'Intérieur, par le Haut-Commissariat aux réfugiés, en disant qu'on ne savait pas suffisamment ce qui allait se passer, par exemple, en Syrie, pour décider de retirer aux Syriens qui sont en cours de demande d'asile, par exemple, la possibilité de poursuivre, et de retirer aux autres leur statut de réfugié. Donc la situation est très incertaine, y compris pour les Palestiniens qui se retrouvent aujourd'hui au Liban, par exemple. Je pense qu'en général, dans l'immigration, la question de la coloration politique du pays de destination n'est pas forcément centrale, en fait. On va migrer dans des pays qui sont pas forcément, qui peuvent être des pays hostiles, mais des pays dans lesquels on a d'abord des compatriotes et dans lesquels on a du travail. C'est quand même les deux facteurs, et éventuellement, évidemment, une situation aussi propice à l'obtention d'un certain nombre de droits, absolument, notamment des papiers, donc reconnaissance de l'asile, du statut de réfugié, etc. Mais je pense pas que ce soit forcément nécessairement déterminant. Mais après, je sais pas s'il y a des travaux là-dessus, j'en sais rien. Par exemple, il y a toute une fuite des Soudanais, parce que j'ai une étudiante qui a fait sa thèse là-dessus, des Soudanais vers l'Égypte. L'Égypte est signataire de la Convention de Genève, mais n'a aucune politique de l'asile. Donc ça veut dire qu'ils n'auront aucun droit. Comme il y a une présence du Haut-Commissariat aux réfugiés, puisque l'Égypte est signataire de la Convention de Genève, on va leur donner le papier bleu en disant, voilà, nous on considère que vous êtes réfugiés, mais comme il n'y a aucune politique de l'asile, ils n'ont aucune chance d'avoir aucun droit, par exemple en Égypte. Mais les gens, disons, se disent que peut-être ils pourront stabiliser leur situation en restant sur le terrain en Égypte, par exemple. Il y a toute une population flottante aujourd'hui qui est relativement tolérée par des pays du Sud voisins des zones de crise et de conflit, et qui caractérise toutes ces zones de situation incertaine dans l'espace, entre autres, méditerranéen, sud. Oui, alors moi je voulais poser une question. On est quand même dans une ère de la communication par Internet où qui circule assez facilement, y compris avec l'Afrique et l'Europe. Donc les futurs migrants, ils savent un certain nombre de choses. Bien sûr. Je ne suis pas un migrant. Comment ils anticipent leur arrivée en Europe? Comment ils anticipent le fait qu'ils vont se heurter à des différences culturelles, religieuses, ou alors c'est pas du tout... Voilà, ils savent quand même un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de gens de leur famille qui sont de l'autre côté. Comment ils vont anticiper, en dehors même de la dureté de la traversée des frontières, de la frontière, parce qu'il y a quand même une idée que ça ne va pas être facile, que voilà, est-ce qu'il y a des gens qui renoncent devant ce processus? Voilà, qu'est-ce qu'ils savent de ce qui va les attendre? Alors, ils savent peut-être déjà très bien que pour aller en Allemagne, ce sera plus intéressant d'aller dans un autre pays. Je ne sais pas trop, mais voilà, comment ils anticipent le fait qu'ils vont arriver? C'est une question de toute l'histoire de l'immigration, de toute façon. Comment on anticipe dans l'histoire de l'immigration l'accueil qu'on va avoir, qui en plus va être effectivement particulièrement dur, puisqu'on arrive, dans le cas évoqué, là, en situation irrégulière. On sait bien qu'on va avoir des difficultés. Voilà. Et ces difficultés ont quand même aussi un rapport avec la dimension culturelle et religieuse, qu'on le veuille ou non, dans les tensions actuelles. Comment eux, ils voient ça quand ils partent, quand ils arrivent, voilà, où est-ce que finalement ça ne fait pas partie de leur champ mental?
Oui, c'est pour ça que le facteur communautaire, si on veut dire, il est très important. Le fait d'être accueilli par des proches, par des personnes qui parlent la même langue, qui ont, qui partagent un certain nombre de choses, c'est hyper important, surtout quand on arrive en fait. Et ça, on le voit dans toutes les migrations, ça n'a rien de spécifique aux migrations qui traversent la Méditerranée aujourd'hui. Hein. Les historiens l'ont bien montré. Hein. On retrouve avec des personnes originaires du même village, du même quartier, donc c'est pas du tout une nouveauté. À une époque, il y avait des guides, il y avait des documents qui circulaient. Aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux. Il y a énormément d'informations qui circulent sur les contextes de destination, sur la façon de voyager, sur donc c'est pas le support a évolué, certainement que l'information est beaucoup plus importante comme pour tous, c'est-à-dire on dispose de beaucoup plus d'informations, y compris parfois de fausses informations. Hein. Les réseaux agissent aussi, les réseaux de la traite par exemple pour les femmes agissent aussi via les réseaux sociaux, etc. Mais ce qui est vraiment important, c'est justement de voir que c'est pas du tout quelque chose, c'est pas un obstacle en fait, une communauté. Une communauté, c'est justement un contexte qui va vous permettre d'atterrir, vous permettre d'arriver. Et c'est pour ça, par exemple, que dans les années les plus fortes de ce qu'on a appelé parfois la crise migratoire, même si les chercheurs n'aiment pas cette expression, les personnes étaient dispersées dans des centres d'accueil un peu partout en France et souvent elles revenaient à Paris, revenaient dans les grandes villes. Pourquoi ? Elles avaient un logement en province, elles revenaient dans les grandes villes. Elles revenaient dans les grandes villes parce que dans les grandes villes, il y a des ressources, il y a des lieux de rencontre, il y a des lieux de sociabilité, il y a du travail, il y a des proches, il y a tout ce qu'on ne trouve pas quand on est au fin fond de je sais pas où. Et voilà. Et malgré la bonne volonté, il y a eu beaucoup de programmes de recherche ces dernières années sur l'accueil, par exemple dans les milieux ruraux. Et on voit que souvent dans des villages, partout en fait, hein, il y a des gens qui se mobilisent pour accueillir, etc. Malgré tout, les gens repartent vers les grandes villes pour cette raison aussi, parce que c'est beaucoup plus facile. Et la question linguistique, elle est fondamentale. Donc les gens vont en particulier vers des pays dont ils connaissent la langue souvent, oui, ou des pays où il y a des communautés qui parlent leur langue. Mais c'est très difficile de se retrouver dans un pays dont on ne comprend pas la langue, sans personne autour de nous pour nous aider. Alors il y a des apps de traduction, certes. Là, je travaille sur les Ukrainiennes en ce moment. Donc en France, elles utilisent des apps de traduction pour se faire aider et tout. Mais bon, quand même, c'est pas la même chose qu'un entourage qui parle la même langue, quoi. Il y a une question au fond là. Ouais. Peut-être si je parle pas, il faut que vous veniez parce qu'on ne vous entendra pas quand même. Venez. Comment est-ce que les chercheurs ont montré justement que la présence de bénévoles ou de politiques d'accueil des migrants ne crée pas d'appel d'air, comme vous dites. Ne crée pas d'appel d'air. Ah oui. Non, mais ça, c'est une vraie question parce que c'est au cœur du discours de décrédibilisation des ONG, des associations, etc., de dire que ça provoque de l'appel d'air. C'est tout ce qu'on vient de dire en fait. C'est que jamais on a croisé la moindre personne qui vous dit moi j'ai traversé la Méditerranée parce qu'il y a des ONG pour nous sauver, quoi. Ou parce qu'il y a des prestations sociales auxquelles ils n'ont pas accès. Donc c'est juste le champ des études migratoires est vaste, il y a énormément de chercheurs, il y a des chercheurs qui font des grandes enquêtes très quantitatives, il y a des chercheurs qui font des enquêtes qualitatives, il y a beaucoup de données, je pense que c'est un des champs à la limite qui est saturé de recherche. Donc on croise, en plus c'est un champ qui quand même existe depuis un certain temps, et on voit bien que voilà, ça n'a jamais été une motivation. Donc bon. Justement, par rapport à ce que vous dites, moi j'ai un fils qui est étudiant d'éthologie sur la migration. Oui. Il a 40 ans. Oui. J'ai l'impression que, en fait, le discours justement des fausses informations, du racisme, de l'anti-gens, il augmente, alors qu'il y a effectivement plein de gens qui font des études pour contredire toutes les idées reçues. Oui, c'est vrai. Comment on fait, quoi? C'est terrible. C'est terrible, parce que là, toutes les personnes qui sont là, je pense qu'elles sont sensibilisées par ce problème. Mais voilà, moi, c'est ça qui me tue, quoi, ce truc. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est pire en pire. Je
sais pas s'il y a un autre domaine en fait dans l'espace public où le fossé entre le sachant et le décideur est si grand. Comment les chercheurs peuvent se faire entendre? Donc il faut que des politiques les écoutent et fassent passer leur message. C'est ça. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet que Catherine a abordé tout à l'heure, en disant que finalement les politiques migratoires ne sont pas motivées par la volonté d'arrêter les migrations. Ce n'est pas ce qui motive les politiques migratoires. Mais c'est vrai que c'est frappant. C'est deux mondes qui ne se connaissent pas, le monde des chercheurs et le monde des décideurs ne se rencontrent jamais. Moi je pense quand même que les décideurs connaissent les travaux. Ils connaissent un peu, oui. Mais ils n'en tiennent pas compte. Oui. Non, mais les facteurs essentiels de la définition des politiques migratoires, c'est les sondages d'opinion et la montée de l'extrême droite. Donc ça, c'est ce qui regarde en priorité. Tout ce que nous, on peut raconter dans nos travaux, ils les connaissent plus ou moins, mais enfin, c'est pas ce qui va les décider à changer de politique migratoire. Ce qu'ils veulent, c'est marqué par, on le voit avec notre ministre de l'Intérieur actuel, marqué par des aspects un peu flash, si j'ose dire, sur des mesures qui seront impossibles à pratiquer, mais qui vont frapper l'opinion publique et qui peut-être permettront de racoler, si j'ose dire, chez ceux qui veulent convaincre et dans les sondages d'opinion. C'est ça ce qui les intéresse. C'est intéressant parce que l'opinion publique, elle est façonnée aussi par cette chose-là. C'est-à-dire que, est-ce que les hommes doivent être... Bon, il y a toujours eu des mouvements de rejet comme ça, mais l'opinion publique, elle se fait aussi en fonction de la politique et des bonnes informations pour les gens. C'est le 4e sujet qui préoccupe les Français, d'après les sondages d'opinion. C'est pas le premier. Hein. Non, c'est le premier, voilà, c'est ça. Monsieur, c'est quelques volontaires. Vous allez pouvoir avoir le micro. Merci. J'aimerais savoir au niveau européen, du Parlement européen, je suppose qu'il y a une commission spécifique qui travaille sur ce problème. Et qui sont ces gens-là? Vous pouvez un petit peu nous en parler? Oui, un petit peu. Mais... Il y a une autre question derrière. Ouais. Comme ça, on va un peu plus. Une question peut-être idiote. Est-ce que l'ONU peut ou pourrait faire quelque chose? Ils ont fait un petit peu. Vaste question. Une question internationale, c'est pas plus l'Union européenne. C'est universel. Alors sur l'Europe, je vais répondre. Alors pour ce qui est de... déjà, il y a un certain nombre de parlementaires européens qui ont préparé le pacte européen sur l'immigration et l'asile. Et celle qui était en responsabilité, c'était Madame Keller. Fabienne Keller, c'est une polytechnicienne qui a été maire de Strasbourg, qui fait partie du parti Renaissance, donc, et qui a essayé de pousser la négociation entre les pays européens sur un accord, notamment sur l'asile. Ils n'ont pas du tout traité d'immigration, ils ont traité de l'asile. Ce qui m'avait frappé, puisque je l'ai rencontré plusieurs fois, d'une part, c'était sa frilosité. C'est-à-dire qu'elle n'osait pas, si j'ose dire, sur la politique migratoire, sortir un petit peu je dirais même pas des ornières, mais enfin des sentiers déjà tracés, soit parce qu'elle ne connaissait pas tellement le sujet, soit parce qu'elle se disait il faut aller dans le sens des mentalités du Parlement européen en la matière pour pas trop les choquer et de pouvoir négocier dans de meilleures conditions. Puis finalement, un jour je lui ai dit écoutez, de toute façon, si vous ne touchez pas à l'immigration, on ne pourrait jamais modifier mettre à plat la politique de l'asile parce que les deux sont liés. Si l'immigration de travail est fermée, nécessairement il y a des gens qui vont chercher à entrer par l'asile. On aura les fameux flux mixtes, le travail de tri va être considérable, il y aura beaucoup de gens qui ne pourront pas entrer légalement, donc ça va faire la fortune des passeurs, et il faut traiter en même temps l'immigration et l'asile. Et dans le Monde du mois d'octobre, j'ai constaté qu'elle avait signé un article en disant que si on ne traitait pas
en même temps l'immigration et l'asile. On ne pouvait pas modifier en substance la politique européenne. Mais elle m'a dit, et elle l'a dit dans plusieurs émissions qu'elle a faites sur France Culture et autres, en fait, ils n'ont même pas discuté sur le fond dans le pacte. Ils ont discuté sur la négociation. Comment négocier à 27 avec des pays qui étaient un peu réticents, comme la Hongrie, etc. C'était ça leur travail. Pendant 4 ans, sans jamais discuter du fond de la politique migratoire et d'asile. Donc c'est un peu consternant, si j'ose dire. Alors, moi je voulais juste ajouter qu'à l'échelle européenne comme à l'échelle française, ce qui est un peu consternant aussi, c'est que c'est le ministère de l'Intérieur, et donc la DG Home au niveau de la Commission, qui gère ces questions de migration. Ce qui est oui, c'est la sécurité en fait. Pour leur travail. C'est sécurité. Considérer que la question migratoire est essentiellement une question de sécurité. C'est pas du tout une évidence, mais c'est le cas. Alors le rôle de l'ONU, l'ONU a plusieurs agences, donc c'est effectivement, Catherine en a parlé, l'ONU s'est engagée dans la définition d'un pacte mondial des migrations en 2018. Oui, oui. Donc ça a été un geste, un acte important. Donc après il y a la question de la mise en œuvre, mais bon voilà. Et après, à travers ces agences, l'ONU est très engagée. Le HCR, le Commissariat aux réfugiés, l'Organisation internationale pour la migration. Donc il y a des agences de l'ONU, mais c'est la gouvernance, c'est compliqué, quoi, la question migratoire. Et donc, par exemple, en ce qui concerne les réfugiés, le HCR essaie d'œuvrer aussi pour qu'il y ait davantage d'opérations en fait, de réinstallation, c'est-à-dire de réfugiés qui soient réinstallés vers des pays plus riches, parce qu'en fait la plupart des réfugiés dans le monde sont plutôt dans des pays pauvres. Eh oui. Donc les grandes zones, en fait les grandes régions d'accueil des réfugiés dans le monde, si on met de côté l'exil ukrainien très récent qui là est dirigé essentiellement vers l'Europe, mais sinon c'est la Colombie, l'Amérique latine, les Vénézuéliens, ça va être la Turquie pour les Syriens, entre autres, les Afghans en Iran, au Pakistan, tout l'Est de l'Afrique pour les Soudanais. Et donc, c'est pas du tout l'Europe, en fait, et donc, ou l'Amérique du Nord. Et donc, le HCR essaie d'œuvrer pour qu'il y ait davantage de relocalisation, de réinstallation, mais ça marche très mal. Lentement, oui. C'est au compte-gouttes, surtout en Europe. Oui, merci beaucoup. Ça va probablement malheureusement pas s'améliorer. Une situation politique qui vient de connaître une élection qui n'améliorera probablement pas cette situation et qui probablement tient à des causes des peurs qui sont au cœur de notre histoire du XXIe siècle, qui ne tiennent pas seulement à l'histoire de l'immigration. Donc là, ça renvoie à un processus beaucoup plus complexe des peurs qui cloisonnent la société du XXIe siècle. Il y a une dame qui a demandé si vous auriez un livre ou quelque chose. Quel livre vous conserveriez dans votre bibliographie? Ah oui, dans ma bibliographie. Moi, j'ai fait un livre récent, mais elle en a parlé de son livre Les damnés de la mer, qui est un très beau livre, donc Camille. Moi, j'ai fait un livre qui vient de sortir qui s'appelle L'immigration, un petit livre qu'on m'a demandé chez Autrement, qui s'appelle Indifférence, indignation, déshumanisation, où je reprends des discours de gens qui ont pris position sur ces différentes postures, et puis je l'illustre par des contextes divers. Mais surtout, je suis en train de refaire l'Atlas des migrations, et il va sortir au printemps. Donc, l'Atlas des migrations chez Autrement, voilà, dans sa 20e année, et ça sera sa 7e édition.